230 milliards d'euros. On estime que c'est le bénéfice issu du trafic de drogue par le crime organisé chaque année. Ce chiffre signifie-t-il que l'on est en train de perdre la guerre contre la drogue? Ici, comme partout en économie, tout est affaire d'offres et de demandes. Il y a 12 ans, le Portugal a mis en œuvre une nouvelle stratégie, très polémique, pour s'attaquer à ces problèmes de drogue. Paul Hackett a enquêté. En 2001, le Portugal a dû faire face à une recrudescence massive de la consommation de drogue. Le crack, la cocaïne et l'héroïne étaient faciles à trouver pour n'importe qui. Face à cela, le gouvernement a pris la décision radicale de dépénaliser la consommation personnelle et la possession de drogue. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, à Lisbonne, des équipes distribuent de la méthadone aux héroïnomanes dans la rue. Que feriez-vous si cet endroit n'existait pas? Je ne veux même pas y penser. Ce serait très difficile pour moi car j'en prends beaucoup. S'il n'était pas là, ce serait très compliqué pour moi. Ça a été très important pour moi. J'ai eu de sérieux problèmes avec la drogue pendant près de 30 ans et ils m'ont montré la lumière au bout du tunnel. Je me sens vraiment bien, je n'ai plus envie de me droguer, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien, ça m'a beaucoup aidé. J'ai l'impression d'être une nouvelle personne. Le trafic de drogue est toujours un crime grave au Portugal. Les drogues n'ont pas été légalisées. Mais les personnes arrêtées avec une petite quantité pour leur consommation personnelle ne sont pas envoyées devant le tribunal mais devant une commission de dissuasion. Ici, c'est plus un problème de santé publique qu'un problème criminel. Ça reste illégal de consommer de la drogue au Portugal. Si vous êtes arrêté en possession de n'importe quelle substance illégale, on va vous la confisquer. La différence, c'est que ce ne sera pas inscrit au casier et que vous n'écoperez pas d'une peine de prison. Lorsque la loi est entrée en vigueur, ses opposants prédisaient une explosion de la consommation de drogue. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, cette consommation est stable. Elle aurait même visiblement chuté, tout comme les infections qui y sont liées, comme le VIH. Selon les experts, 10 ans après l'entrée en vigueur de cette loi au Portugal, ce que l'on peut retenir de cette approche radicale vis-à-vis des drogues, c'est que la dépénalisation ne conduit pas forcément à une recrudescence massive de la consommation de stupéfiants. D'après les chiffres, ce système ne présente aucun inconvénient particulier et montre que la situation n'est pas pire que celle qui existait avant. Pour les Portugais, il n'y a donc aucune raison de changer ce système. En revanche, le Portugal a décidé le mois dernier de fermer certains smart shops, ces magasins qui vendent des substances psychoactives légales en contournant la loi. Pour les opposants à la dépénalisation, ces mesures plus restrictives sont la preuve de l'échec des politiciens et de leur système laxiste. C'est un fait, les députés sont en train de reconsidérer cette politique qui autorise tous les citoyens à détenir de la drogue 10 jours dans leur poche. Si ce système portugais de la dépénalisation était si parfait, alors pourquoi veulent-ils la modifier? Pourquoi le Portugal change-t-il son fusil d'épaule? Parce que la politique est fantastique? Parce que les résultats sont formidables? Bien sûr que non. Ce que j'ai envie de répondre aux critiques, c'est qu'il faut comparer notre système avec ce qui existait avant, ce qu'il se passait au Portugal avant. Ce qu'il se passait, c'est qu'on avait déjà de facto un système de dépénalisation. Personne n'allait en prison pour consommation de drogue. Je suis en compagnie d'Antonio Maria Costa, ancien directeur de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, et de Howard Marks, décrit par un tabloïd britannique comme le baron de la drogue le plus ingénieux de tous les temps. Messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Portugal est assez unique en Europe. Pourquoi ? Non, le Portugal n'est pas unique. Il n'a jamais été unique et ne le sera probablement jamais. Il se trouve que le Portugal est le sujet du mois.
Tout le monde en parle. Selon moi, la situation n'a pas changé. Il y a eu une évolution positive avec l'assistance des toxicomanes en hôpital au lieu de les envoyer en prison. Mais ce n'est pas nouveau, ça. Ça existe en Europe depuis des années. Qu'en pensez-vous, Monsieur Marks? Eh bien, je suis un petit peu perplexe avec les inexactitudes que vous venez de pointer du doigt et je ne sais plus vraiment ce qui est vrai. Mais il semble qu'on assiste à des évolutions positives. C'est ce qui ressort du reportage. Pensez-vous réellement que la situation s'est détériorée? Pensez-vous que d'autres pays vont leur emboîter le pas? Bien sûr, je suis de votre avis. Évidemment que d'autres pays devraient en faire autant et reconnaître que l'addiction aux drogues est une maladie psychologique, physique, culturelle et autres. Et concernant la consommation de stupéfiants, quand le but est uniquement récréatif? Eh bien, je me base sur ce que nos gouvernements ont décidé. Ils ont décidé, il y a de cela une centaine d'années, puis avec la Convention de l'ONU il y a 50 ans, que les drogues sont dangereuses et qu'elles doivent donc être contrôlées. Et c'est ce qu'ils font. Considérez-vous, Monsieur Marks, que les drogues sont dangereuses? Je ne pense pas qu'elles soient nécessairement dangereuses. Je pense qu'il est possible d'avoir une consommation non déviante des drogues récréatives. Est-il raisonnable de défendre la consommation de drogue? Je crois que c'est ce que Monsieur Costa est en train de dire. Pour 9 personnes sur 10, la consommation de drogue n'est pas problématique. Il faut tenir compte de leur bien-être et leur choix de vie. Cependant, le fait qu'un très petit pourcentage de personnes ont des problèmes de drogue justifie de s'atteler à ce problème et de trouver des solutions. Mais il faut respecter le droit des personnes de prendre des drogues récréatives tant que ça ne pose pas de problème. Légalement. Toutes les drogues. Oui, toutes les drogues connues jusqu'à ce jour. Avec la disponibilité des drogues, du fait de la légalisation, acheter des stupéfiants devient la même chose que d'acheter de l'alcool ou du tabac. Nous risquons de créer une pandémie similaire à celle que nous avons avec le tabac et l'humanité va le regretter encore longtemps. Vous êtes donc en train de nous dire que les mesures de prévention sont efficaces? Oui, sinon comment expliquez-vous que la consommation de drogue reste limitée à une frange de la population? Les gens ne veulent simplement pas risquer une condamnation, une amende à cause de la drogue. Quelle est votre réaction, Monsieur Marks? Je suis d'accord à certains égards. Par exemple, la Chine a éradiqué la consommation d'héroïne en tuant tous ceux qui en prenaient. C'est facile de faire cela avec des moyens considérés comme inacceptables dans les pays démocratiques. Ce n'est pas compliqué de réduire la consommation de drogue. Là où il y en a très peu, les dangers sont minimes. Mais il vous sera alors impossible d'avoir accès à tous les avantages de la drogue, c'est-à-dire à ses vertus médicales ou récréatives. Le vrai problème, et en dépit des expériences de chacun, c'est que nos pays ne luttent pas contre le trafic de drogue. Par exemple, en ce qui concerne le trafic de marijuana, la loi n'est tout simplement pas appliquée, ou très très peu. La raison, c'est que cette drogue est considérée comme moins nocive et souvent, comme aux Pays-Bas, au Portugal ou dans d'autres pays, les gens ne vont pas en prison pour ça. Dieu merci. Vous ne pensez pas que ces personnes doivent aller en prison? J'ai toujours dit que ceux qui se droguent doivent aller à l'hôpital et pas en prison. Même pour la marijuana? Pour tout. Ces gens sont malades. Les personnes qui fument de la marijuana de manière récréative sont-elles malades? En soulevant la pierre, vous trouvez un nid de serpent. Cette métaphore s'applique à tout le monde quand il s'agit de drogue et d'alcool. Il existe des formes particulièrement puissantes de cannabis, la skunk par exemple, qui peut être à l'origine de psychoses, surtout chez les adolescents. Ces cas-là justifient une limitation de sa consommation, j'imagine. Je le concède, il existe une corrélation entre la consommation de cannabis et les personnes qui ont de vagues problèmes de schizophrénie. De vagues problèmes de schizophrénie? Oui, par opposition aux troubles permanents.
Pour ce qui est de votre première question, oui, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Mais vous êtes une personne plutôt influente chez les jeunes. Non. Dans les universités où vous vous exprimez, vous êtes considéré comme une icône de la rébellion. Votre attitude ne pourrait-elle pas être dangereuse? Eh bien, j'essaye d'être déjà une icône en gériatrie. En ce qui concerne les jeunes, je ne sais pas. Je ne fais pas la promotion de la drogue. Ça ne change rien pour moi si les gens se droguent ou pas. Ce que je dénonce avec force, c'est le fait de punir ceux qui se droguent pour quelque raison que ce soit. En un mot, quelle serait pour vous la voie à suivre? La légalisation. Là où il existe des idéologies divergentes comme celle-ci, je pense qu'elles ne peuvent coexister que dans des systèmes comme celui du Portugal. Je vois cela comme un compromis entre les deux points de vue. Il permet de mieux connaître et de mieux comprendre les problèmes que peuvent causer les drogues. What might be the problems with any drug. Mr. Costa. Eh bien, mes mots de conclusion seront très simples. J'encourage chaque État membre à reconnaître que l'addiction aux drogues est une maladie qui doit être traitée. Et je l'ai déjà dit, il faut préférer les hôpitaux aux prisons. Il faut faire plus d'efforts, des efforts plus sérieux dans la lutte contre le trafic de drogue, contre les trafiquants et tous ceux qui y trouvent un intérêt. Les services secrets, les banques qui spéculent et qui profitent des revenus de la drogue, et de ceux qui en consomment, et qui sont les vraies victimes de ce système. Messieurs, merci beaucoup. Deux points de vue très différents, avec cependant quelques terrains d'entente, ce qui est plutôt surprenant. On estime que près d'un Européen sur 4 a déjà essayé le cannabis au cours de sa vie, soit plus de 80 millions de personnes. Alors, dépénaliser ou légaliser? Qu'en pensez-vous? Ce débat continue sur les réseaux sociaux. Merci de nous avoir suivis.